Gavin Wood, le cofondateur d'Ethereum et fondateur de Polkadot, le définit comme un écosystème décentralisé basé sur la blockchain. Pourtant, Elon Musk le considère comme une sorte de fourre-tout marketing. Impossible que vous soyez passé à côté ces derniers jours. On en entend parler partout sur Twitter et dans les médias mainstream crypto, le Web3. Dans cette vidéo, c'est ce dont on va parler et on commence tout de suite après ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Andreasa, j'ai investi dans les bitcoins en 2016. Je me spécialise depuis 2 ans dans la blockchain et ses différentes applications. J'ai fondé le club avec pour objectif de vulgariser cette technologie dans ses divers secteurs de développement. Je vous remercie également d'être aussi nombreux chaque semaine à me suivre, c'est vraiment très motivant et enrichissant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer les notifications. Ça reste quand même la plus belle manière de soutenir notre entreprise. La semaine dernière, vous avez choisi le thème de cette vidéo sur notre canal Telegram et c'est le Web3 qui est sorti vainqueur. Évidemment, je vous mets le lien du canal dans la description. Mais pour bien comprendre le Web3, il faut d'abord commencer par un petit peu d'histoire. Internet est né dans un laboratoire de l'armée américaine en 1960 et ce n'est finalement que 29 ans plus tard que Tim Berners-Lee, physicien au CERN, introduit la notion de World Wide Web, une technologie qui permet de partager une même information aux 4 coins du monde au travers du stockage d'un exemplaire de référence unique au même endroit et accessible par tous. Le web statique est né, un contenu certes limité, mais qui permet quand même la création d'infrastructures telles que Yahoo, Lycos ou Caramel, de nombreux sites dont nous entendons très peu parler aujourd'hui. Depuis finalement les années 2000, le web 2.0, c'est-à-dire participatif, est arrivé, avec donc la possibilité de pouvoir partager du contenu les uns les autres entre utilisateurs, et donc évidemment ça a donné lieu à l'apparition d'Amazon, Facebook, Google, Apple, qui se réunissent dans une grande institution qui s'appelle les GAFAM. À partir de là, Berners-Lee introduit en 2006 la notion de Web 3.0, un web de nature sémantique dont l'objectif serait de donner un sens aux données, connecter les connaissances et orienter les utilisateurs dans leur contexte. Voyons donc voir ce qu'il en est du Web 3 qu'on nous propose actuellement. Alors du coup, qu'est-ce que le Web 3 ? Eh ben, la définition est encore un peu floue puisque c'est quelque chose de très jeune, mais il semblerait que le Web 3 tourne autour de 3 axes principaux que sont la décentralisation, la confidentialité et les données personnelles, leur contrôle je parle. Et évidemment, tout ça s'est rassemblé dans une même promesse de liberté et d'autonomie, rendue possible par l'existence des DAO. Les DAO, ce sont des organisations autonomes décentralisées dont le fonctionnement démocratique permettrait de reconnecter à la vision d'origine d'Internet, c'est-à-dire un Internet ouvert, fiable et résistant à la censure dont les utilisateurs seraient propriétaires de leurs données personnelles. Le Web3 semble donc être une sorte de passerelle donnant accès à des applications développées sur la blockchain et donc pour bien comprendre le Web3, il faut un peu mieux comprendre la blockchain. Donc qu'est-ce que la blockchain ? Eh bien, par analogie au système dit traditionnel où les informations sont validées par des tiers de confiance accrédités tels que les banques, eh bien avec la blockchain, la confiance est littéralement supprimée puisque les informations enregistrées dans les registres sont immuables, infalsifiables et partagées à tous les contributeurs du réseau instantanément. Pour qu'une information soit validée, donc, il faut que tous les membres du réseau possèdent exactement la même information. Les membres de ce réseau s'appellent des mineurs et ce sont des ordinateurs qui réalisent des calculs complexes en vue de valider ou d'émettre de nouveaux blocs sur une blockchain. C'est le consensus unanime de tous ces mineurs qui garantit la confiance dans les échanges. Les mineurs évidemment reçoivent une récompense sous la forme de jetons cryptographiques pour avoir offert leur puissance de calcul au réseau, comme par exemple pour la blockchain Bitcoin, les mineurs reçoivent des bitcoins. Il existe 2 types de blockchains, les blockchains publiques et les blockchains privées. Dans les blockchains publiques, tous les utilisateurs peuvent devenir membres et acteurs du réseau en hébergeant un nœud, comme par exemple un mineur. Un mineur, c'est un nœud dans le réseau du Bitcoin. Et dans les blockchains privées, eh ben c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus permissif, puisque certains acteurs ne peuvent tout simplement pas avoir accès à certaines informations.
Or, les informations qui sont contenues dans les blocs ne sont pas toujours des informations dites financières, ça peut tout autant être des données personnelles vous concernant, voire même parfois votre identité, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons plus ou moins. De même, il est important de noter les deux principaux avantages que constitue l'utilisation d'une blockchain, c'est-à-dire la rapidité d'interaction des informations entre elles au sein du réseau et la possibilité d'automatiser des actions via des contrats intelligents. Des actions qui, jusqu'à maintenant, rendaient la présence humaine obligatoire. Ces contrats intelligents, donc, remplacent la notion de contrat couvert par le droit par un contrat couvert par le code, et donc le code fait loi. Cela ouvre donc la porte à un certain type d'automatisation des contrôles, comme par exemple votre contrôle à l'entrée d'une blockchain. Avec le Web3, finalement, on entre sur une blockchain comme on rentre dans un bar. C'est-à-dire que la taille de notre portefeuille et la personne que nous sommes nous donnera accès à un certain niveau de service et à certains biens. Alors évidemment, ça pose pas de problème si c'est Patrick du bar du coin et qu'on se connaît depuis 15 ans et que c'est normal qu'il me met bien et qu'il me met à une bonne table et qu'il m'offre la bouteille de rouge, et c'est un petit peu plus perturbant quand c'est un organisme supérieur à moi qui définit comment je vais interagir avec Patrick. Et là, ça me pose problème et je trouve que beaucoup d'entre vous ne cernent pas les enjeux de ce débat et se perdent justement dans un débat débile, décentralisation, centralisation, qui est un faux débat, parce que le vrai débat, c'est le débat de votre identité souveraine, les gars, parce que c'est qu'une question de pouvoir, ils veulent le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'on peut leur Donc pour ceux qui l'auraient pas encore bien compris, tous les sites internet proposant des applications avec une connexion via un wallet de navigateur sont des sites estampillés Web3. Les NFT, les SBT, le Metaverse, les Play to Earn, la DeFi sont des applications du Web3. À ce stade donc, il semblerait qu'on soit très loin de la définition d'un web de troisième génération tel que nous l'avait décrit Tim Berners-Lee en 2006. Une thèse finalement soutenue par certains spécialistes et experts du milieu. En effet, Nicolas Weaver, chercheur en sécurité des réseaux, nous explique dans Usenix, un média spécialisé dans les systèmes de calcul avancés, que selon lui, les fondements du Web3 sont si terribles qu'ils n'existent que pour faire la promotion des crypto-monnaies sous-jacentes. Au travers d'une étude comparative avec le web actuel, il en conclut que finalement le Web3 ne fait qu'ajouter une couche de complexité supplémentaire sans apporter d'innovation réelle, puisque celui-ci se base sur des infrastructures web existantes sans rien leur apporter de nouveau. D'autres, comme Tim O'Reilly, PDG de O'Reilly Media, considérera la vision des médias de masse concernant le Web3 comme une vision idéaliste. En effet, pour lui, la décentralisation et la centralisation sont des cycles qui s'interpénètrent et dont la loi de conservation des bénéfices attractifs finit par faire émerger des offres propriétaires à un stade adjacent du processus de décentralisation. Finalement, le Web3 représente l'entrée de l'humanité dans une ère numérique dans laquelle les enjeux de notre monde actuel se déplacent et de nouvelles manières de générer des richesses apparaissent. L'unique innovation sur laquelle repose le Web3 est la technologie de la chaîne de blocs, la blockchain. Il y a fort à parier que demain, tous les aspects de notre vie se retrouveront numérisés. Alors cela, oui, augmentera certainement la qualité de service, mais en même temps va ajouter un nouveau niveau de contrôle, qui plus est infalsifiable, immuable et décentralisé. Pourtant, une architecture réseau décentralisée ou même un système de stockage décentralisé n'exclut en rien un mode de centralisation. Et pour preuve, les fermes de minage qui concentrent l'activité de minage sont totalement soumises à la régulation des États. En ce qui concerne le Web3 donc, il s'agirait en effet d'une opération marketing qui viserait plutôt à redorer le blason des GAFAM. Il apportera certes une évolution majeure en ce qui concerne notre manière d'interagir avec Internet, ce qui veut dire pour le citoyen lambda désintéressé de tout devoir politique qu'il n'aura plus besoin de milliards d'identifiants et mots de passe pour accéder à la totalité de l'offre proposée sur Internet, dans le métaverse et jusque dans le monde réel. Grâce à son identité numérique et les droits associés intégrés à son portefeuille de navigateur tel qu'il en est des MetaMask ou des Trust Wallet, la blockchain se chargera de garantir la véracité des informations contenues dans ce dernier et pour ainsi dire valider ou non votre demande. En un sens, je suis relativement favorable à cette évolution de l'Internet, bien que très critique à l'égard de la centralisation. Pourtant, je considère cette controverse comme un faux débat qui nous fait passer à côté de l'essentiel, la nécessité d'un pouvoir régulateur détenu par le peuple afin de réguler les monopoles à venir, et ainsi protéger les États au service des populations des intérêts personnels de quelques-uns qu'on ne peut finalement pas blâmer de vouloir mettre bien leurs amis.
Si l'objectif du Web3 c'est de donner un sens aux données, de connecter les connaissances et d'orienter l'utilisateur dans son contexte, je pense que la définition donnée par Berners-Lee correspond davantage à l'expérience que nous faisons du web actuel, puisque je suis orienté dans mon contexte via un GPS ou encore dans mon contexte alimentaire via des applications qui vont me dire quel restaurant je peux visiter. Mes données ont pris un sens puisqu'elles ont pris de la valeur, et enfin je peux apprendre plus ou moins tout ce que je veux sur internet, donc les connaissances sont connectées. Autrement dit, le Web3 tel qu'il nous est proposé actuellement me fait davantage penser à un Web4, c'est-à-dire un web intelligent dont l'objectif est de connecter le réel au virtuel et de faciliter la relation entre utilisateurs et objets, de même que favoriser l'innovation et l'intelligence collective. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo concernant le Web4, partagez-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir d'approfondir ces connaissances pour vous. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos cercles d'amis, ça peut toujours les aider à mieux cerner les enjeux de cette thématique autour du Web3. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire ainsi que d'activer les notifications. Je vous laisse avec le sondage pour décider de la thématique de la vidéo de la semaine prochaine et sur ce, je vous dis à dimanche prochain, ciao les amis!